Ça m'a fait plaisir aujourd'hui être ici pour la conférence de la viande au pâturage. Là. Certainement qui est un sujet important dans la santé des animaux qui sont sortis au pâturage, c'est la gestion parasitaire, les parasites. Qu'est-ce que vous pensez quand on parle des parasites? Vous pensez à quoi? Vers, poux, puces, tout ça. Donc, effectivement, et tout ça, ça forme part de la gamme de différents parasites qui affectent des animaux. Donc, on parle aujourd'hui, au présent là, d'intégrer un programme et un ensemble de mesures de contrôle pour les parasites au pâturage. Et les parasites, pourquoi sont importants ou sont un souci pour les animaux? Sont des pathogènes qui vont produire des maladies, pas exactement acutes là, comme les bactéries ou les virus, mais quand même, les parasites vont être là dans les animaux, les parasites internes ou les parasites externes là pour une longue période. Et quand même, vont faire un impact sur la productivité du troupeau. Même s'ils ne sont pas toute l'année là, parce qu'en hiver, je vais expliquer après là comment ça se passe avec les parasites. Et la période plus importante ou acute là, des infections pour les parasites sont dans la période de pâturage, c'est-à-dire de mai à septembre, fin d'octobre. Et certainement qui va affecter tous les animaux, de tous les âges, et va influencer ou va décrescer, va réduire la conversion des aliments vers la conversion des aliments en protéines qui finalement se va traduire dans la viande des animaux. Donc, il reste même dans les différents systèmes de fer, soit au pâturage ou système intensif avec des enclos, il faut prendre des mesures de contrôle, soit la fermifugation et des mesures d'hygiène, et aussi, qu'on a parlé aujourd'hui, toute la journée, la rotation des pâturages, que c'est quand même important. Donc, en général, les parasites qu'on va trouver au pâturage sont des parasites qui vont rentrer par la voie digestive. Les animaux, quand ils vont manger l'herbage, vont prendre normalement des larves. On parle des parasites ronds, ou nématodes, qui sont dans l'herbage. Donc, les animaux les vont prendre, les vont ingérer, et après, au niveau digestif, vont aller tout au bout là, soit quelqu'un au niveau de la caillette, par exemple, ou de l'abomasum, et les autres là, vont passer tout au bout là des intestins. Et aujourd'hui, je vais parler, me vais adresser en général aux parasites du porc, du bœuf et la volaille. Je sais qu'il y a peut-être des producteurs là. Et pour les porcs, je vais mentionner en particulier les parasites qui s'appellent les Ascaris-sum, qui sont les plus importants. Et il y a dans les rapports de MAPAC, les volets, les rapports ratio là, ça a décrit qu'il y a quand même dans le système intensif du porc un découvert 1-2 par année, mais certainement quand on va aller sur les fermes de pâturage du porc, certainement ça se va multiplier pour des décennies. Il se va trouver dans l'herbage et puis après là, dans les animaux, soit à l'abattoir ou éventuellement avec prendre des échantillons de sel et après analyser au labo et on va trouver des œufs de ces parasites. Pour les cas là, les vers ronds de bœuf, ça se passe quand même un peu pareil. Et il y a deux vraiment pics pendant l'année, ou pendant la saison de pâturage, au début, c'est-à-dire le printemps, et après aussi, on dirait à la fin, ou quand c'est déjà l'automne, c'est un deuxième pic des parasites qui se vont rester pendant toute la saison d'été
et vont à infecter les animaux en mesure qui se déplacent partout l'herbage. Dans le cas de la volaille, là, au fond, ça passe un peu pareil, surtout, ce n'est pas le cas en général au Québec ou tous les systèmes intensifs, mais oui, pour les petites fermes qui sortent ces oiseaux à l'herbage ou dehors, là, il y a quand même le rapport de MAPAC RASO à rapporter la présence des nématodes. Donc, c'est important de savoir que les parasites sont là et qu'on doit prendre des consciences et en savoir comment c'est sa biologie et aussi des mesures de contrôle pour ne pas réduire toute sa potentialité d'affecter la santé animale. Et quand on parle de parasitisme chez les animaux, il y a différents types de facteurs, soit le type de ferme en gestion, le type d'animal, voilà, l'espèce, et l'environnement. On parle des fermes qui sont au système de pâturage, au système intensif, ou, comme on vient de parler la dernière conférencière, et des fermes qui ont un type de production organique qui, comme on vient d'écrire, il y avait de vers de poumons. Donc, on part de la base là qu'il y a des parasites, bien sûr, dans la période de pâturage. Les types d'animaux, même l'âge, l'état d'immunité, beaucoup de parasites, ça se passe, par exemple, chez les vaches, les bouillons, etc., qui les animaux sont infectés, mais à un moment donné, ils développent l'immunité contre les parasites. Donc, ça dépend aussi de la charge parasitaire, s'il va affecter vraiment la santé ou, tu vois, même si on revient sur la conversion des aliments en protéines, finalement, en viande. Et aussi l'état nutritionnel. Et il y a un concept aussi que je vais parler après, là, c'est la hypobiose, qui c'est en effet la hibernation que fait la larve au niveau digestif, au niveau de l'intestin, dans les hôtes, dans les animaux, qui va passer toute la période d'hiver, qui va être là comme un petit kyste, là, et après, on ne sait jamais, on fait beaucoup de la recherche, mais on ne sait jamais pourquoi, après, quand sont les conditions favorables, et va finalement à réveiller, on dirait, et continuer son développement vers adulte. Et après, de produire des œufs, etc., et contaminer les pâturages. On parle aussi, il y a des facteurs d'environnement, la température, l'humidité, la lumière, bien sûr, ici, avec les étés humides, bien sûr que ça va favoriser la présence des parasites dans les pâturages. Et les types aussi d'herbage. On a vu au matin là comment vient décrit M. Joël la rotation de ces animaux et qui c'est important quand même la hauteur de l'herbage là, parce que les parasites en général se vont trouver à la base de l'herbage et pas vraiment dans l'herbage qui est plus haut. Donc c'est quand même une autre mesure à garder à la tête là et faire idéalement passer les animaux pour l'herbage qui est plus haut pour éviter l'ingestion des parasites. Et donc on parle des parasites du porc pour les producteurs de porc et normalement, comme bien je dis, au niveau de l'intestin, c'est les Ascarisum, et que c'est quand même important à savoir. C'est le verre rond là, tout à gauche, qui sont une espèce de spaghetti, c'est vraiment grand là, c'est, je dirais, 12 pouces, quelque chose, et qui c'est éventuellement présent dans les intestins. Et important à savoir aussi que
l'ascarisome, c'est potentiellement transmis à les humains, mais pas pour les porcs, sinon pour la manipulation des œufs qui sont dans l'ambiance, qu'on pourrait, si on ne veut pas vraiment se laver les mains ou on touche des choses qui sont en présence des œufs, on pourrait éventuellement manger, les ingérer et éventuellement développer ces parasites dans l'intestin chez nous. En effet, il y a un dernier rapport en 2018 d'une petite ferme dans le Maine, l'État américain, qui avait des personnes qui ont pris l'ascaris. Et ce n'était pas vraiment agréable, c'était vraiment une surprise. Et c'est à partir de quoi? De la manipulation, non, pas faire attention quand on manipule tous les ustensiles avec qu'on utilise pour les porcs, qui en étaient en présence de contacts avec le sel ou qui avaient des œufs. Donc, excusez-moi, je reviens aussi en derrière et parler un peu aussi sur les trichuries suisses, qui c'est un autre type de vers qui se trouve là dans les porcs, mais plus en derrière, dans l'intestin, les gros intestins là. Et aussi un autre type de parasites que c'est la coccidia, qui sont des petites, on dit des cellules là, qui habitent dans les cryptes, dans les cellules intestinales du porc, et qui aussi vont produire éventuellement la diarrhée dans les porcelets, comme je montre là à gauche. Et que c'est important de savoir que c'est tout type de risque quand on parle des parasites avec les animaux au pâturage, même si la coccidie c'est plus favorisé quand les animaux sont dans les enclos ou dans un système fermé. Aussi, j'ai cherché des informations dans les dernières 30 ans sur les informations de ce qui s'est trouvé aux abattoirs en termes de parasites. Et aussi, ça rapportait à l'époque la gale porcine, ici au Québec, que c'est important à savoir aussi que ça va affecter la peau des animaux, ça va gratter, vraiment empêcher pendant qu'ils sont là, soit dans n'importe quel système productif. Après, qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur des animaux? Les cas d'ascarisome, là, c'est vraiment, à un moment donné, s'il y a vraiment des parasites, ça va produire un blocage des intestins et l'animal va avoir des problèmes de digestion, ne se va pas vraiment nourrir et éventuellement non, se développer selon sa croissance. Et aussi dans le cas de l'ascaris, il fait une migration, c'est-à-dire il est dans les intestins, mais va sortir et va éventuellement arriver dans le foin, qui ça se trouve au niveau des abattoirs, qu'on appelle des petits points blancs, ou en anglais milky spots, et que ça va faire la condamnation des organes et aussi va produire des pertes économiques chez les porcs. Aussi, je parlais, mentionne aussi les Metastrongylus, que c'est le ver du poumon, mais du porc, qui aussi va influencer, mais il va affecter la santé, non? Et des fois, soit les vétérinaires ou les éleveurs vont trouver des animaux qui ont un problème, la bronchite ou un problème vraiment s'étouffe, mais ils ne sont pas ni de fièvre, ni vraiment de symptômes généraux. Et on doit éventuellement penser que ça pourrait être éventuellement des parasites comme les vers de poumon. Même chose pour la gale porcine, où on doit réviser les oreilles, les endroits humides. Et aussi, éventuellement, ça va noter, non, si c'est vraiment partout dans les dos du porc, ça pourrait être même bien clair. Et tout type de parasites produit la perte, non, de la qualité des sous-produits, comme les cuirs du porc, et aussi éventuellement la mortalité des jeunes animaux. Hein.
ou réduire le développement. Donc, la première et classique mesure de contrôle des parasites et en particulier des nématodes, c'est l'utilisation de vermifuges. On parle de deux types de familles, juste que je vais nombrer, ou sa molécule, un c'est le fenbendazole et l'autre c'est l'ivermectine. Peut-être que vous avez déjà écouté ces deux types de vermifuges qui ils sont présentés en différentes formulations, soit, par exemple, mélangés avec tous l'aliment, non? Ça vient en poudre et ça se va mélanger, ça doit bien mélanger dans tous les aliments et les donner aux animaux. Ça, par exemple, le fenbendazole va cibler les vers digestifs et pulmonaires et en même temps, on doit lire bien l'étiquette parce qu'il y a un temps de retraite, c'est-à-dire il y a un temps qui est à respecter avant d'envoyer les animaux pour abattage, que c'est de 3 jours ou des autres présentations qui n'est pas de jours à respecter. Selon la présentation, c'est aussi dilué en liquide, que ça se mélange aussi avec de l'eau et se les donne aux animaux pour prendre à l'oral. Et aussi faire attention à quel animal on va donner, soit des truies en gestation, lactation, pour sceller ou pour un engraissement. Surtout non, les animaux, quand on parle des animaux au pâturage, et à un moment donné, les petits porcelets aussi pourraient sortir. Donc c'est quand même important faire attention et mettre soit des vermifuges ou des autres manières qu'on va parler après. Pour les cas là, de l'ivermectine, il y a des différentes présentations. L'important à savoir, c'est qu'on pourrait, si jamais il y a la gale porcine, c'est l'ivermectine qui va tuer ou va contrôler, à différence du fenbendazole qui est juste que ça sert pour les parasites internes. Puis, donc, c'est important à savoir, mais il y a des différents homologues aussi, différents prix. Je ne suis pas un représentant de l'industrie pharmaceutique, mais c'est juste pour information pour vous, à savoir qu'il y a des différents types de vermifuges. Aussi pour les anticoccidiostatiques, pour la coccidiose, il y a le tolterazuril, Baycox, qui c'est une solution orale, surtout, comme bien je dis, pour éviter la diarrhée des porcelets, et comme un préventif, s'il y avait déjà des rapports ou des cas de diarrhée, c'est important à penser que ces médicaments sont importants à mettre en place pour les porcelets. Aussi, il y a des autres mesures de contrôle. Et aujourd'hui, on a écouté qu'il se fait la rotation de pâturage. Et idéalement, si vous avez vraiment un grand ferme, on la pourrait diviser dans différents espaces et mettre les animaux dans un espace, une période, soit une semaine, 10 jours, et après les transférer à une autre dans sa période, dans ce type dans ces carrés de pâture, de servage. Il va, bien sûr qu'il va avoir des parasites, donc on le va à déplacer dans une autre, et comme ça, après, dans une autre, pour éviter la réinfection avec des parasites. Aussi des mesures d'hygiène, comme bien j'avais parlé, et une des choses, c'est idéalement, si c'est possible, ramasser les fumiers des animaux pour éviter que les parasites soient là, disponibles pendant toute la saison. Aussi, comme je viens de dire, l'hygiène, même pour les gens, et aussi
peut-être diviser, non, ou séparer les animaux plus vieux qui sont, vont excréter les œufs de vers, de nématodes, et vont éventuellement contaminer les porcelets. Donc, on le peut diviser en deux types, séparer en deux types de pâturage. Et je suis touché, m'a demandé, Pierre, de parler un petit peu sur la peste porcine africaine, qui est un sujet important pour tous les éleveurs en savoir, que ce n'est pas le cas d'un parasitisme, c'est en effet une maladie virale contagieuse, et ce n'est pas présent au Québec ni au Canada, mais c'est vraiment important parce qu'il y a un impact sur la santé des porcs en général, et c'est reporté en la Chine, en Europe, en Afrique. Puis le réservoir naturel, c'est les porcs sauvages, les sangliers. Donc il y avait, je pense, des rapports déjà des études de MAPAC sur la prévalence, c'est-à-dire la présence de la peste porcine, du virus dans les porcs, mais ça n'est pas trouvé. Mais quand même, c'est important de savoir que ça se pourrait transmettre par une importation, soit de la viande porcine ou des ustensiles ou de nourriture qui viennent de notre pays, qu'éventuellement le virus, ça reste là et qui pourrait arriver. Pour tout ça, je pense qu'il y a quand même un vrai et important système de surveillance de la biosécurité, de toutes les choses qui arrivent ici pour éviter l'entrée et la contamination, l'infection des porcs ici au Québec. Mais important à savoir, si jamais la maladie c'est vraiment acute et les animaux sont vraiment en détresse, et parce que les virus vraiment se répliquent vraiment vite, et va à réduire l'état général des animaux, et va produire ce qui s'appelle les pétéquies, qui c'est la petite rupture des veines, de petites hémorragies dans des différents organes, comme par exemple aussi dans l'oreille. Et quand on fait la nécropsie, se trouve par exemple une vésicule biliaire élargie avec des autres évidences. Non? Donc c'est important quand même à savoir à avoir à la tête que ça pourrait éventuellement arriver, mais qu'il y a quand même un système déployé pour éviter et faire une surveillance dans tous les types de porcs. Parce que c'est ça que j'ai regardé et cherché, toutes les données qui existent ici au Québec. Et il y a quand même quelques évidences des vers nématodes et aussi principalement la gale aussi et les poux broyeurs. Et je vous raconte aussi que je participe du laboratoire de parasitologie à la faculté de médecine vétérinaire, le service diagnostic. Et de temps en temps, ça arrivait que les gens soit m'appellent ou m'écrivent un courriel. Ils m'ont dit qu'ils ont trouvé ou avaient un problème des poux broyeurs dans les poulets. Donc, c'est ça ce que je parle pour vous tenir au courant que ça existe et que ça pourrait arriver éventuellement. Dans le cas des vers, il y a de différents types. Il y a 3 principalement qu'il y a des rapports. L'Ascaris, Capillaria et Terrakis. Vous regardez que la taille, c'est vraiment différent, les 3. Les plus grands, on le pourrait voir. Hein, c'est un corps comme une espèce de spaghetti, une espèce de stylo, quand même grand, qui habite dans les intestins. Et dans le cas des parasites externes, dans les plumes, la gale ou les poux broyeurs, qui des fois sont vraiment spéciales pour trouver son niche dans les volailles, parce qu'ils
il aime, par exemple, les poux, soit va naître dans la poitrine ou des fois autour de la cloaque. Donc c'est vraiment difficile pour les animaux et piquer, non, pour les volailles, ou se gratter un petit peu. S'ils sont là, ils sont vraiment, empêchent beaucoup les pauvres oiseaux. Donc, qu'est-ce que c'est les mesures de contrôle, l'antiparasitaire pour la volaille? Et ici, pour les vers intestinaux, c'est le fenbendazole, qu'il y a la solution en liquide. Et il y a quand même un temps de retraite, non, à respecter de 4 jours. Que pour les parasites externes, il y a des chimiques, les pyréthroïdes, la permétrine, et j'ai cherché des informations, par exemple, la Colombie-Britannique s'utilise quand même pour contrôler, non, tous les, que ce soit des poux ou la gale. Et si on regarde la vidéo, les gens vraiment le font minutieusement de passer un petit, on dirait, bâton collant avec les chimiques dans la poitrine ou autour de la cloaque pour éviter que les chimiques arrivent dans les yeux ou à la bouche. Non? Aussi, je vais parler, peut-être c'est intéressant pour les gens qui font l'élevage organique sans chimique, de la terre diatomée. Il y a quelqu'un qui a écouté sur la terre diatomée? Oui? Oui? Donc, c'est ça. Au niveau de la parasitologie, la terre diatomée, c'est un peu controversiel parce qu'il y a vraiment des études pour les nématodes ou des autres parasites que ça ne marche pas. Mais il y a des autres études que j'ai trouvées, les gens en Colombie-Britannique, qu'en effet, il y a une espèce de granule de terre diatomée qui a donné à la volaille et que ça, effectivement, a réduit la présence des parasites et aussi a induit un peu la conversion de la tasse alimentaire en protéines. Donc, bien sûr, je la recommande pour les cas de la volaille, pour les cas soit des bovins ou des porcs, des autres espèces. Et je ne peux pas dire que c'est bon, recommandé, mais quand même, possiblement, s'il y a plus d'évidence que c'est utile, ça pourrait arriver à un moment donné à l'utiliser surtout pour les systèmes de fermes organiques. Et pour les cas aussi, les poulets aussi, ils sont des coccidies. Et il y a des préventifs et aussi quand ils sont présents des symptômes comme la diarrhée ou vraiment, mais cela va tuer en 1 ou 2 jours s'il y a la présence de la coccidie. Il y a quand même des médicaments qui se donnent aussi, soit mélangés avec la nourriture ou dans l'eau, et qui vont à éliminer ou arrêter, non, la reproduction, multiplication de la coccidiose chez les poulets. Qu'est-ce qui se passe avec les parasites bovins? Et on a parlé, on a écouté que la rotation des pâturages se fait, et on a écouté, non, à Dominique qu'il y a des vers de poumons. Donc, ils sont quand même importants à savoir qu'il y a des vers intestinaux, Coperia ostertaya, Trichostrongyllus, la coccidie aussi chez les bovins, les vers de poumons, que son nom scientifique c'est le Dictyocaulus viviparus, et aussi des mouches des mouches de corne, et aussi des poux plus reportés dans l'ouest du Canada. Et il y a un autre parasite important à savoir, peut-être que vous avez écouté, et surtout dans la relation vache-veau, et spécialement pour les animaux jeunes, que c'est la cryptosporidiose,
qui se présente ici au Québec, surtout dans les fermes laitières, mais quand même, c'est partout le type de système productif des bovins. Malheureusement, il n'y a pas vraiment un traitement efficace, donc on doit mettre des mesures de prévention, surtout à la naissance, nourrir avec le colostrum les veaux, et isoler les veaux qui présentent la diarrhée ou il y a vraiment un retard dans la croissance. Et aussi mettre des mesures d'hygiène pour nettoyer les abreuvoirs et la litière. Et il y a quand même des anti-oxydostatiques, l'improlium, la salocide, qui se mélangent avec la nourriture. Et aussi, il y a quand même un bloc de moulets qui se laisse pour le pâturage, qui les mangent aussi les animaux, et ça va être comme préventif de la coccidiose, surtout pour les animaux plus âgés qui ont déjà développé l'immunité contre la coccidiose, mais vont quand même excréter des ookystes qui va être éventuellement ingéré pour les animaux plus jeunes. Donc c'est ça qui est important à savoir, que la vache, les veaux, la vache pourrait éventuellement excréter des ookystes qui se pourraient être pris par les veaux. Donc c'est quand même important et mettre des mesures de contrôle. Pour la santé parasitaire des bovins, c'est plusieurs déjà décrits, les féménazoles, les lactones macrocycliques et aussi les péréthroïdes pour les parasites externes. Dans le cas de tous les qui s'appellent les lactones macrocycliques, peut-être vous connaissez qu'il y a un liquide que c'est pour on, c'est-à-dire que ça s'applique sur les dos de l'animal et que ça va après ça va passer sur les peaux, va arriver au sang et ça va distribuer partout le corps et éventuellement arriver au niveau digestif. Et il y a par contre un problème et que ça se passe, on le sait ici au Québec en particulier, au Canada, peut-être dans l'Ouest, que c'est la part plus développée de production de bœuf, qu'il y a quand même déjà des rapports qu'il y a un problème sur la résistance au vermifuge par les nématodes, les vers chez les bovins. Un concept qui s'utilise et qui c'est bien établi d'ailleurs, et par exemple, on essaye avec les producteurs de moutons, c'est le concept de refuge, qui c'est un concept, une méthode à mettre en place pour les fermes bovins et éventuellement du porc. Et on part de la base que 20% des parasites sont dans les animaux et 80% sont au pâturage pendant la saison, soit des œufs ou après des larves. Le refuge, c'est essentiellement agite que les animaux sont sans traitement pour les cerfs il y a plusieurs des parasites qui vont rester sensibles ou susceptibles à l'action des vermifuges. Pourquoi? Parce que si on utilise plusieurs de fois ou fréquemment, comme ça se passe dans notre type de système, et finalement les parasites vont développer la résistance. Pour les cas des vers des bovins, il y a déjà des rapports en Belgique que c'est un problème, ou aux États-Unis aussi. Mais ici au Canada et au Québec, on reste utiliser les vermifuges de manière judicieuse, c'est-à-dire en première savoir s'il y a des parasites ou pas et savoir si c'est pertinent d'utiliser les vermifuges. Donc c'est ça le concept de refuge, c'est de laisser les animaux au pâturage qui mangent de prendre des parasites pour une raison qui va stimuler l'immunité et aussi faire le plus retarder un délai sur l'utilisation des vermifuges pour avoir des
populations non, de vers qui sont susceptibles à l'action des les antiparasitaires. Et après, faire la rotation dans notre pâturage pour ne pas sélectionner vraiment hein, les vermifuges, les chimiques vont sélectionner les parasites qui vont développer résistants. Donc, on laisse des animaux sans traitement et des autres que oui. Normalement aussi, les animaux plus âgés, il a le plus de charges de parasites. Donc, on essaye de traiter ce type d'animaux pour éviter les cerneaux, la population des parasites qui va affecter les plus jeunes, soit les veaux, les bouvillons. Et finalement, les cerneaux et l'action de l'antiparasitaire, détruire les parasites dans la population plus susceptible dans la saison de pâturage. Et de cette manière, non, parce que le phénomène de résistance, ça va arriver soit tôt ou tard. Donc, on essaye de vraiment de laisser les vermifuges pour un long temps, mais de manière pas trop fréquente et idéalement sur un traitement ciblé sur quel type d'animaux dans les fermes. Comment savoir quelle stratégie à utiliser, s'utilise pour contrôler les parasites? Une première chose, c'est de savoir s'il y a des parasites ou pas dans les fermes. Comment on le fait ça? Par la décompte des œufs de parasites. Et on amène, on ramasse des sels au service diagnostique à la faculté de médecine vétérinaire. Et de manière, nous analysons non, les sels et on trouve s'il y a quels parasites il y a et quelles charges parasitaires qui sont de gros ou bas numéros. Donc, tout d'abord, c'est savoir s'il y a quel type de charges parasitaires c'est dans les troupeaux. Si c'est un numéro élevé de œufs de parasites, il y a l'alternative de contrôle des vermifugés, idéalement utiliser la méthode refuge, élever les fumières, faire la rotation qu'on a parlé, déplacer les animaux plus jeunes, et idéalement dans un espace de champ qui n'est pas utilisé pour une année ou 12 mois, pour éviter la contamination avec des parasites et aussi s'il y a des parasites, avec les parasites susceptibles et pas résistants. Et après, s'il y a une utilisation des vermifuges, faire un nouveau racompte, faire une analyse, ramasser les sels et faire une nouvelle analyse au niveau du laboratoire. Et on fait ce qui s'appelle le compte ou la réduction du numéro des œufs après l'utilisation du vermifuge. Soit on compte le numéro de œufs des parasites avant et après le traitement. Idéalement, on utilise la règle qu'il doit y avoir une réduction de 80-95% dans le numéro de œufs de parasites. Ça va indiquer que vraiment les vermifuges c'est efficace ou sinon il y a un problème avec des résistances ou au moins des sélections sur les parasites qui sont présents dans la ferme. Par contre, qu'est-ce qui se passe s'il se trouve un nombre bas de œufs et ne pas utiliser de vermifuges, je suis d'accord, et utiliser par contre les autres mesures de contrôle, la rotation, mesures d'hygiène, séparer les animaux et après quand même faire un nouveau ramassage des sels et les analyser au niveau des laboratoires. Finalement, aussi des autres mesures à mettre aussi, c'est faire une quarantaine si vous amènez de nouveaux animaux et vous ne savez pas l'histoire de ces animaux, si on est exposé aux parasites, si ça a utilisé des vermifuges.
Et c'est important quand même les laisser à côté et faire ce type d'analyse, ramasser les sels et savoir la charge parasitaire pour la méthode que j'ai décrite. Et les autres mesures pour faire la rotation, ramasser les fumiers, et finalement pour faire l'adoption des mesures de contrôle pour une gestion intégrée des parasites dans les différents types de fermes des animaux. Donc, c'est ça, et merci beaucoup. S'il y a des questions, je serai content à vous répondre. Moi, c'est un commentaire. Pour l'Ivomex, le retrait, c'est 49 jours. C'était marqué 2 ou 3 jours. Puis sur la fiche technique aussi, j'ai regardé, là, c'est 49 jours pour l'abattage. Oui, ça dépend du type de présentation, hein? Parce que si je parlais les couronnes, Pour les Ouais. vaches, là, Oui, pour l'Ivomex, le vermifuge sur le dos, là, oui, le retrait pour la viande, c'est 49 jours. ok, C'était marqué au tableau 2 ou oui, 3 jours. ok, d'accord. Par contre, mais je ne sais pas expliquer là, il y a des qui sont de la même famille, là, l'ivermectine, la éprinomectine et la moxidectine, sidectine. Dans le cas de la éprinomectine, le temps de retraite, c'est 0 jours. Et ça s'utilise quand même surtout dans les fermes laitières. Donc c'est ça une alternative à côté de l'ivermectine, que peut-être c'est moins cher, mais on doit penser qu'il aura un long temps temps de retraite. Si on exclut les analyses de fumier, là, parce que Ouais. c'est pas tout le monde qui fait ça, là, le meilleur temps pour vous pour donner de l'Ivomec aux animaux, parce que les animaux, ils partent au printemps, nous autres, de la ferme, puis ils passent l'été au passerage, puis ils reviennent en octobre à peu près. Ouais. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils reviennent en octobre, c'est là qu'on donne l'Ivomec, puis on ne fait pas d'analyse de sel, là. Parce que je ne sais même pas si dans notre coin, ils font ça, là. Oui, et je suis d'accord de donner l'Ivomec. C'est attendu qu'il aura un pic des parasites, non, au pâturage en période de l'automne. Oui. Mais on fait attention, et c'est ça ce que je vais te dire, et idéalement utiliser un traitement ciblé sur quel type d'animaux dans la ferme pour ne pas donner à tous les animaux là. Donc vous pourrez utiliser ou vous pourrez appliquer jusqu'à 10% des animaux et après voir s'il y a quand même une période qui les animaux plus jeunes vont prendre les larves plus susceptibles pour ne pas développer la résistance. Donc, vous ne conseillez pas à donner ça à tout le troupeau? Pas tous les troupeaux. Bon. Bon, mais c'est bien, merci. Je voulais savoir, moi, s'il y a une prairie qu'il n'y a pas eu d'animaux depuis 50 ans, Ouais. puis que j'apporte maintenant des animaux pour la première fois, est-ce que je suis mieux de les faire toutes vermifuger, même s'ils n'ont pas beaucoup de vers, de parasites. vers, ou est-ce que je les laisse aller puis ils vont contaminer la prairie? Là? Et bonne question, mais je crois certainement il aura des parasites, hein. Certainement. Donc je les laisserai, mais tout le pourrait rentrer dans l'espace là. Les cerfs qui prennent des parasites, comme je viens de dire, c'est quand même stimuler l'immunité. Mais après, idéalement, et c'est ça ce qui est le message au tout le monde, c'est idéalement de faire un décompte de la charge parasitaire. Et bref, je mentionne aussi, par exemple, avec les producteurs de moutons, les problèmes des parasites et la résistance, c'est vraiment un gros problème. Donc, il y a un programme qui est MAPAC a mis en place pour faire un suivi des contrôles des parasites et 2 fois par année, ils ramassent des échantillons et sont analysés à la faculté de médecine vétérinaire pour savoir la charge parasitaire et si les vermifuges ou les types de contrôle ça marchait ou pas. Merci Pablo.